Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition sur l'Observatoire du label ISR que nous réalisons en partenariat avec l'ASPIM et Novetic. Deuxième édition puisque nous avions déjà organisé ce même webinaire il y a un peu moins d'1 an, en mai 2021. J'ai la chance, donc, en tant que directeur général de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, d'animer et d'introduire ce webinaire, mais je serai secondé par Véronique Donadieu, déléguée générale de l'ASPIM, qui, avec moi, va s'occuper de l'animation, puisque nous avons prévu une conférence en 2 temps. Un premier temps où on va se focaliser sur la présentation des principaux enseignements de cette deuxième année d'observation des pratiques des fonds labellisés ISR, qui sera réalisé par Delphine Moureau. Delphine Moureau étant responsable du programme Finance Responsable de l'OID. Et un second temps autour d'une table ronde pour laquelle nous avons invité un certain nombre de professionnels, donc 3 sociétés de gestion et l'organisme certificateur Deloitte. Deloitte étant un des 3 organismes habilités à certifier les fonds labellisés ISR immobilier. Voilà pour la manière dont l'événement va se dérouler. Il est 14h30, nous nous donnons 1h30, donc l'événement se terminera à 16h. Si tous ces éléments sont relativement clairs, dernier petit point de détail, à l'issue de la présentation de l'étude et aussi à l'issue de la table ronde, nous prévoyons des moments de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil Zoom pour nous adresser vos questions et nous tenterons d'y répondre à ces moments-là de cet événement. Voilà pour les questions logistiques. Déjà, nous, on voulait vous remercier aussi de votre participation parce que ça montre également l'engouement pour ce dispositif qui est le label ISR, qui, comme vous le verrez par les chiffres, a pris un envol assez très dynamique en 2021 suite au premier fonds labellisé en 2020. Je vais revenir donc sur des petits éléments de contexte afin de placer cette étude dans l'univers de l'immobilier durable en France et en Europe. Aujourd'hui, le label ISR qui permet à des fonds immobiliers de se démarquer sur leurs pratiques s'inscrit dans une dynamique sur le secteur de l'immobilier durable qui est très forte. Cette dynamique économique du secteur de l'immobilier durable, comme vous le savez, elle est drivée selon 3, je dirais, moteurs principaux. Le premier, c'est le réglementaire. Et au niveau réglementaire, que ce soit en France ou en Europe, nous pouvons dire que nous avons été servis dans les années précédentes. Et cela va continuer en 2022. Je noterai notamment, en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille, les dispositifs tels que la SFDR ou encore la sortie des critères techniques sur la taxinomie verte européenne. Mais pas que, puisque pour ceux qui suivent aussi les questions et les problématiques de biodiversité, vous savez peut-être qu'un rapport de recommandation est sorti récemment, vendredi dernier, sur la TNFD. Et ce rapport de recommandation devrait inciter petit à petit l'ensemble de la profession à intégrer les risques de biodiversité dans son exercice de transparence extra-financière annuelle. Voilà, ça c'est pour le contexte réglementaire. Le contexte sociétal, je pense que vous le connaissez, les attentes de la société civile ont largement augmenté ces dernières années et ce qui donc se traduit concrètement par un besoin de résultats et par des risques associés aux pratiques de greenwashing bien plus importantes. Au niveau du contexte sociétal, moi je voudrais aussi mettre le doigt sur le contexte énergétique, puisque pour ceux qui en ont fait l'exercice, le prix du gazole avait augmenté de 35% il y a 2 semaines. Et indépendamment de ça, l'inflation était à 3,6 en février. Donc, ça aura nécessairement à terme un impact sur tous les métiers d'immobilier. Et donc, ça nous engage d'une certaine manière vers justement ce vers quoi nous engagent ces réglementations, c'est-à-dire une forme de sobriété dans la manière dont nous utilisons les ressources, qu'elles soient fossiles ou minières.
Et enfin, le contexte environnemental, inutile de revenir dessus, vous savez à peu près où est-ce que nous en sommes. Donc, cet exercice qui est, d'ailleurs je m'en excuse pour les personnes qui étaient présentes à l'Assemblée générale de l'OID il y a 2 jours, on était déjà passé un petit peu sur ces messages clés, ces éléments de contexte, mais pour revenir dessus et peut-être un peu marteler le discours, nous, de notre point d'observation, ce qu'on peut se dire par rapport à 2022 et les années à venir, le premier, c'est qu'on va assister progressivement à une financiarisation de l'extra-financier, et ceci tiré vers et accéléré, je dirais, par le dispositif qui est la taxinomie européenne, qui nous demandera à terme de reporter en indicateurs financiers sur des critères techniques extra-financiers. Donc, la financiarisation d'extra-financiers. Le deuxième point aussi, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est la fiabilisation des données environnementales, concrètement des données énergétiques à minima. Avec la montée en puissance des attentes, aussi bien des institutions que des décideurs, on voit bien que le discours qui consistait à analyser des chiffres dont une grande partie était estimée a plus de mal à passer aujourd'hui. Et donc, il faut bien se dire qu'il ne suffit pas de collecter de la donnée, mais il va falloir la fiabiliser, la collecter de la façon la plus large possible. Et en ceci, on a de la chance, ou on a l'opportunité, plutôt je dirais, en France, d'avoir le dispositif éco-énergie tertiaire. Parce que quoi que ce soit qu'on en pense, il nous incite de toute façon à aller collecter de la donnée. Et la collecte de la donnée n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour pouvoir piloter des objectifs et constater des résultats quand on investit dans l'ESG. Troisième point, et je m'arrêterai là, je dirais, c'est la formation des collaborateurs. Parce que comme on le voit sur l'ISR, d'ailleurs, c'est un très bon exemple, c'est ce qui ressort des études qu'on a fait. Eh bien, la formation des collaborateurs est indispensable pour que le sujet de l'ESG ne soit plus réservé à une direction, mais soit imprégné au sein de tous les collaborateurs dans une société. Parce que chacun, à la mesure de son opérationnalité, a les moyens d'engager et de faire et de changer son comportement de manière à améliorer la performance environnementale de sa société. Voilà, pour faire bref sur cette introduction et cette mise en contexte. Je vais maintenant donner la parole à Delphine Moureau, qui va vous présenter les principaux résultats de cette deuxième édition, laquelle sera en ligne, si ce n'est pas déjà le cas, à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci Loïs. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, maintenant, je vous propose de passer à la présentation des résultats de l'étude Observatoire des pratiques de labellisation ISR des fonds immobiliers pour cette édition, cette deuxième édition sur 2022. Pour débuter, je trouve que c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur l'historique du label. Beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec ça, mais pas forcément tous. Il faut savoir que le label ISR, c'est un label d'État qui a été développé par le ministère de l'Économie et des Finances en 2016 officiellement, et qui, dans sa première version, était uniquement applicable aux fonds de valeur mobilière. Comme la finance immobilière est quand même une part significative de la finance, représente une part assez significative, le besoin s'est fait sentir d'avoir la possibilité pour des sociétés qui gèrent des fonds d'investissement immobilier aussi d'engager cette démarche de labellisation ISR. Et c'est pour ça qu'en 2017, un groupe de travail a commencé à travailler sur justement cette déclinaison immobilière autour de l'ASPIM et de ses adhérents. Et ces travaux ont abouti à la publication de l'arrêté officialisant cette déclinaison immobilière du label ISR en 2020. La labellisation a été rendue possible pour les fonds à partir d'octobre 2020 et suit son cours depuis. J'attire votre attention ici sur une autre date, qui est arrivée en fin d'année dernière, fin d'année 2021, c'est la publication du guide d'interprétation du référentiel du label ISR. J'attire votre attention dessus parce qu'en fait, ce document vient compléter les exigences du label sur un certain nombre de points et ajouter des nouvelles
nouvelles, ou préciser certaines obligations qui pouvaient ne pas forcément être interprétées de telle ou telle manière pour des fonds qui candidatent au label ISR, mais aussi pour des fonds qui ont déjà obtenu le label ISR avant la publication de ce guide. Et donc, ça peut avoir un impact aussi sur les stratégies de ces fonds-là. Donc, j'invite toutes les sociétés de gestion à prendre connaissance de ce document si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà, donc nous, avec l'ASPIM et Novepic, on a commencé à constituer un comité de suivi du label ISR en immobilier en 2020 et comme le disait Louis, on est à la 2e édition de ces travaux qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, nos objectifs dans ce cadre-là sont de plusieurs formes. Donc déjà, il y a un travail d'analyse des caractéristiques des fonds immobiliers qui obtiennent le label ISR, parce que finalement, les sociétés de gestion ou investisseurs ont un vrai besoin de savoir voilà, quelles sont les pratiques de marché, que font les autres sociétés de gestion, les autres fonds, quelles sont leurs stratégies. Donc là, ça rejoint un petit peu le deuxième point, comparer les stratégies et les grilles ESG des fonds immobiliers labellisés ISR. Quels sont les critères qui sont intégrés à ces grilles? Donc ça, c'est tout un tas de choses qu'on a étudiées pour la réalisation de cette étude. Et au-delà de ces travaux d'analyse, l'interprétation de la mise en regard, on va dire, de ces résultats avec l'évolution du contexte réglementaire et normatif, parce qu'on se situe, vous le savez bien, dans un contexte actuel, comme l'a rappelé Loïs en introduction, très, très mouvant, en pleine mutation et très riche. Et donc, il y a une nécessaire articulation entre ces différents dispositifs, un vrai besoin de lisibilité. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire dans cette étude, c'est de rebattre un petit peu, enfin reposer, on va dire, tout ce cadre pour permettre à tout le monde d'avoir le même niveau de compréhension sur ces différents textes, ces différents dispositifs. Et un quatrième point qui est aussi très important, c'est alimenter les réflexions quant à l'évolution du référentiel du label ISR, mais même au-delà, porter un rayonnement de ce label pour les fonds immobiliers, parce que c'est quand même une force française d'avoir un si fort succès autour du label ISR pour les fonds d'investissement immobilier, et porter ça au niveau européen aussi dans nos pays voisins, mais aussi dans un contexte actuel où on est en train de développer un écolabel européen à l'échelle européenne pour les produits financiers. Et l'idée, c'est aussi de porter à connaissance des autorités européennes ces travaux. Voilà. Donc, pour vous donner un peu la big picture de l'ISR immobilier au 31/12/2021, donc on décomptait 54 fonds immobiliers avec le label ISR. C'est une augmentation, enfin, gérée par donc 68 sociétés de gestion. Ça représente 24% du marché global des fonds d'investissement alternatifs, donc FIA, immobilier au 31 décembre 2021. Et c'est une augmentation, une multiplication par 4 par rapport à fin 2020. Donc, bien sûr, 2020 était la première année ou les premiers 3 mois, on va dire, de labellisation. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que la tendance, enfin voilà, il y a une forte tendance à un fort succès du label ISR dans le secteur de l'immobilier et ça se retrouve dans les chiffres. Si on regarde maintenant de manière un petit peu plus précise comment se répartit cette valeur sur les différents types de véhicules financiers, on voit que à peu près la moitié sont des SCPI et une tendance qu'on a observée, c'est la labellisation de notamment OPCI qui sont ouvertes à la collecte du grand public assez importante en termes de capitalisation, puisque l'année dernière, on avait 21% de la capitalisation totale qui était des OPCI grand public, donc ici OPCI GP, et cette année 43%. Donc c'est une augmentation significative qui est justement causée par la labellisation de certaines grandes OPCI de la place financière immobilière. Donc, ce que disent en fait ces chiffres, c'est vraiment, ça reflète le fait que les sociétés de gestion se sont appropriées de ce dispositif, ont largement labellisé leurs fonds d'investissement et s'en servent comme un réel outil de communication à la fois auprès de leurs investisseurs, mais aussi comme un outil de transformation de leurs pratiques. Et on aura l'occasion d'y revenir, je pense, pendant la table ronde de ce label.
Donc, dans notre analyse, on s'est attardé sur les fonds qui ont obtenu le label en 2021, donc 42 fonds immobiliers qui ont obtenu le label ISR en 2021, et on s'est basé sur les codes de transparence de ces fonds, qui sont des documents qui doivent être mis à disposition des investisseurs lors de l'obtention du label ISR. Ce qu'on voit ici par rapport aux fonds qui ont été labellisés en 2021, ça rejoint ce que je disais à l'instant, il y a des fonds qui ont des valeurs de capitalisation très élevées qui ont obtenu le label, puisque les 9 plus gros fonds qui ont obtenu le label totalisent 85% de la capitalisation totale des FIA labellisés en 2021. Et une deuxième tendance qu'on observe aussi dans la labellisation, c'est des fonds qui ont été créés dans ce cadre du label ISR et dédiés à la labellisation ISR tout de suite. On a plus du tiers des fonds qui ont ainsi été créés en 2020 ou 2021 directement pour obtenir le label ISR. C'est aussi intéressant de voir ça. Au-delà de ces informations très chiffrées sur les stratégies qui sont mises en œuvre par les fonds labellisés ISR, donc petite précision pour le référentiel immobilier, il y a 2 stratégies possibles. La stratégie best in class qui s'apparente à, qui revient à une stratégie de sélectivité où on va venir investir dans les actifs les plus performants du parc immobilier français ou européen ou international d'ailleurs. Et la stratégie Best in Progress, qui, elle, consiste à investir dans l'univers d'investissement dans son ensemble, puis sur le cycle de labellisation de 3 ans, de travailler à l'amélioration de la performance ESG des actifs immobiliers et la performance globale du fonds. Et donc, cette deuxième stratégie, Best in Progress, est largement majoritaire parmi les fonds immobiliers labellisés ISR. Et c'est d'ailleurs tout à fait cohérent avec les enjeux de transition écologique et sociétale d'ailleurs pour le bâtiment, puisque le taux de renouvellement des actifs est très faible, on va dire de l'ordre de 1 ou 2%, et donc l'essentiel des enjeux se situe sur l'existant. Donc c'est une bonne chose de retrouver cette stratégie majoritaire et de souvenir, il me semble que c'est 7 fonds d'investissement qui adoptaient une stratégie uniquement best in class, qui est aussi intéressante par ailleurs, mais on a cette forte tendance best in progress en tout cas. Une autre caractéristique qui était intéressante, c'était de voir certaines pratiques d'exclusion qui commencent à voir le jour, qui sont spécifiques à l'immobilier, notamment l'exclusion des actifs les moins performants énergétiquement basés sur leur classe de DPE. Et donc ça commence à être formalisé dans les documents et ça c'est aussi une tendance intéressante. Alors, pour définir cette stratégie ESG, les fonds et les sociétés doivent définir une grille ESG qui s'appuie sur des critères. Donc, un critère, c'est tout simplement une question. Ça peut être les consommations énergétiques d'un bâtiment. Est-ce que le bâtiment possède un espace un local pour les vélos, par exemple, des choses comme ça. Quelque chose d'intéressant par rapport à ces grilles ESG qu'on a observées, c'est que cette année, le nombre de critères moyens par grille était de 40, tandis que l'année dernière, il était de 55. Donc, en fait, le nombre de critères a été réduit significativement. Et de retour qu'on a eu dans le cadre des échanges qu'on a pu mener avec les sociétés de gestion, c'était que finalement, en ayant une grille ESG avec beaucoup plus de critères, la communication auprès des parties prenantes et aussi la définition d'un plan d'action est beaucoup plus compliqué, surtout dans une stratégie Best in Progress. La stratégie va être beaucoup plus diffuse et du coup la communication aussi moins lisible pour les investisseurs ou autres parties prenantes. Donc une évolution assez significative par rapport à l'année dernière. Au niveau de la pondération des 3 piliers, donc les critères sont répartis sur les 3 piliers E, S et G, environnement, social et de gouvernance. On n'a pas d'évolution significative par rapport à l'année dernière, si ce n'est que le pilier de gouvernance a pris un petit peu quand même de poids. Il était à 21% l'année dernière et cette année à 24%. Ça s'explique probablement par le fait d'améliorer la mise en place de process et pilotable sur un cycle de labellisation de 3 ans. C'est vrai que c'est un pilier sur lequel il est possible de faire pas mal de choses aussi
pour améliorer la performance d'un actif. Au-delà de ces informations sur la stratégie de la grille, dans le label ISR, les fonds d'investissement doivent publier dans leur rapport annuel des indicateurs d'impact. Ils doivent en publier 8. C'est des indicateurs qui doivent permettre de communiquer tous les ans sur la performance, des indicateurs de suivi, de performance, justement pour les investisseurs. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a 4 indicateurs qui sont des indicateurs obligatoires sur les 3 piliers. Ici, c'est ceux qui sont en bleu. Donc, les 2 premiers, émissions de gaz à effet de serre et énergie pour le pilier environnement. Un indicateur sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le pilier de gouvernance et au choix, entre guillemets au choix, un indicateur soit sur la mobilité, soit sur la santé et confort des occupants pour le pilier social. On voit ici qu'il n'y a pas tant que ça d'évolution par rapport aux résultats qu'on avait pu observer l'année dernière. On observe globalement les mêmes tendances sur les indicateurs d'impact qui sont choisis. Il y a quand même de plus en plus la certification qui est choisie comme un indicateur parmi ces indicateurs d'impact, souvent du HQE, du BREEAM, des certifications qu'on a l'habitude de voir sur le marché immobilier. Un petit point de précision par rapport à ça, bien qu'on ait, on va dire, un consensus relatif sur les indicateurs qui sont publiés, il n'y a pas d'uniformité pour autant dans les indicateurs effectifs. Donc, il y a on va dire un consensus autour des thématiques, mais pas d'uniformité dans les indicateurs derrière. Si je prends l'exemple très, très illustratif de la mobilité, si on a presque tous les fonds qui vont publier leur distance avec un nœud de transport en commun, par exemple, la distance va varier en fait d'un fonds à l'autre. Il y en a un qui va se baser sur 500 mètres, l'autre 600, l'autre 1000. Et en fait, même si on parle d'un même indicateur, finalement, comme la métrique n'est pas exactement la même, les communications ne sont pas uniformisées. Et donc, ça pourrait ne pas être un problème, mais pour autant, un retour qu'on a eu assez souvent de la part des sociétés de gestion et aussi des investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'éléments de comparabilité, on va dire, d'une société à une autre, d'un fonds à un autre, pardon. Et donc, justement, cette grande diversité, cette liberté laissée aux sociétés de gestion ne permet pas de fournir ces éléments de comparaison. Donc voilà pour ce petit point de précision. Et par ailleurs, on avait aussi noté que c'était assez intéressant de voir que pour les enjeux de biodiversité et de résilience au changement climatique, dans un contexte de entrée en vigueur du rapport article 29, donc dans le cadre de la loi énergie-climat, qui oblige justement certains fonds d'investissement à publier leur stratégie biodiversité et face aux risques climatiques. Il y a plus de 50% des fonds qui ont un indicateur d'impact sur cet enjeu, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, parmi les 42 fonds qui avaient obtenu le label ISR, qui ont obtenu le label ISR en 2021, il y en a 10 qui sont soumis à cette obligation, puisque le montant de leurs encours dépasse les 500 millions d'euros, et donc ils sont assujettis à cette obligation réglementaire. Et une dernière petite anecdote sur ce point, on a vu dans certains codes de transparence des sociétés des fonds qui publiaient les indicateurs de PAI, qui sont les Principal Adverse Impact, qui sont une exigence d'une réglementation européenne, la réglementation SFDR, ou règlement disclosure pour ceux à qui ça peut faire écho d'une manière ou d'une autre. Et donc, on trouvait ça assez intéressant. Ça peut être une bonne idée en fait d'utiliser ces indicateurs, et pour l'instant c'était assez anecdotique, mais ça pourrait être repris éventuellement par d'autres, puisque c'est des indicateurs sur les impacts, on va dire, sur les facteurs de durabilité, donc sur l'environnement et les enjeux environnementaux et sociaux qui entourent les activités d'un fonds. Et donc ça rejoint un peu cette logique d'indicateur d'impact du label ISR. Voilà, donc je passe rapidement sur cette slide, mais c'est des éléments qui sont disponibles dans l'étude. On a été chercher des informations sur tous les labels qui sont disponibles en Europe, et notamment suite aux travaux qui sont menés par Novetic sur ces thématiques-là. Et on a été regarder pour l'immobilier, justement, comment ça se transcrit en fait dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a un référentiel dédié, quel est le nombre de fonds immobiliers labellisés par ce label.
on a une analyse un petit peu plus poussée dans l'étude que vous pourrez aller consulter à propos de ces labels, mais en tout cas, c'est intéressant. Et notamment dans le cadre de ce que je disais en introduction sur l'élaboration de l'écolabel européen, on voit que vraiment le label ISR en France, il fait un large consensus. Enfin, c'est celui qui a le plus séduit, on va dire, les fonds d'investissement immobilier. Donc, c'est un vrai point fort du label ISR français. Si on dresse le bilan maintenant, un exercice qu'on avait fait l'année dernière déjà et qu'on trouvait intéressant de mener à nouveau dans l'étude de cette année, on a déjà un certain nombre de points forts qu'il est important de souligner. Ce qui est remonté souvent par les sociétés de gestion, c'est que la labellisation, comme c'est un peu une labellisation des process internes, ça permet vraiment de faire monter en puissance les collaborateurs internes, de fédérer les équipes autour d'objectifs ISR, d'objectifs sur les problématiques ESG. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est souligné comme un point fort par les sociétés qu'on a pu entendre. Un deuxième point fort, c'est que ça permet d'améliorer la gouvernance des sociétés de gestion. Donc là, c'est la formalisation de tout un tas de process également dans les décisions d'investissement, etc. Et donc là, ça permet d'institutionnaliser tout ça. De ce fait, et ça en découle directement, ça permet de répliquer ce label une fois que la société a pu labelliser un fonds. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler pendant la table ronde également, j'imagine. La labellisation d'un deuxième fonds est plus simple, justement, parce que on s'est approprié le dispositif, les process, etc. Et ensuite, c'est une affaire qui roule, si je puis me permettre. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir cette dynamique-là d'emballement un peu de la société avec tous les fonds qui peuvent candidater au label ISR. Et également qu'il s'agit d'un outil aujourd'hui qui bénéficie d'un écho assez fort auprès de la place, que ce soit auprès des épargnants individuels ou auprès des investisseurs. J'ajoute ici une précision sur le fait qu'aujourd'hui, la loi Pacte renforce un peu les attentes des investisseurs pour des fonds labellisés, puisque les produits d'assurance vie doivent proposer au moins une unité de compte labellisée, que ce soit ISR, Greenfin ou Finansol. Et donc, c'est aussi quelque chose qui permet de tirer la labellisation voilà. Au niveau des axes d'amélioration maintenant qui ont pu être remontés, ou axes d'amélioration ou points d'attention. Je l'évoquais tout à l'heure, ce qui était l'année dernière un point fort, le fait de donner pas mal de liberté aux sociétés dans le choix des indicateurs d'impact, des critères qui alimentent la grille ESG. Aujourd'hui, ça nous est remonté dans nos échanges un petit peu comme une difficulté, puisqu'il y a un manque de comparabilité entre les fonds. Quand on avait 12 fonds labellisés, les investisseurs étaient encore en mesure, on va dire, d'aller regarder la documentation, d'aller chercher un petit peu quelle est la stratégie derrière ces choses-là. Aujourd'hui, avec 54 fonds labellisés, ça devient tout de suite plus compliqué et il y a un réel besoin d'informations plus facilement accessibles qui nous a été remontée et c'était intéressant de voir cette évolution. On est sur un label par rapport au deuxième point qui est montré ici, un label qui est sur un cycle de labellisation de 3 ans. Et donc, ce cycle, il est particulier pour un acteur de l'immobilier puisqu'il ne colle pas forcément au cycle habituel de la profession. Je pense notamment au cycle de travaux ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que l'amélioration de notes doit se jouer sur d'autres éléments. On le disait tout à l'heure avec la mise en place de process et je pense aussi que c'est une explication du poids du pilier de gouvernance qui augmente parce que sur 3 ans, finalement, on peut mettre en œuvre des éléments de gouvernance assez plus aisément en tout cas que d'améliorer significativement les consommations énergétiques ou d'autres choses comme ça. Et c'est assez intéressant. Je rejoins Loïs sur... Ouais. Je me permets juste de te dire qu'il te reste 3 minutes pour laisser du temps aux panélistes. Oui, bien sûr. Je rejoins Loïs sur le point sur la fiabilisation des données aujourd'hui qui tombe en dehors du cadre du label ISR.
Ça pourrait revenir, il y a une vraie transparence attendue aujourd'hui sur ces thématiques par les réglementations, et donc ça pourrait revenir en force le côté fiabilisation des données qui alimente justement tous ces indicateurs, ces grilles. Et un dernier point d'amélioration ou un point d'attention, c'est sur la complexité du référentiel, et un référentiel qui reste toujours soumis à interprétation. Donc là, on aura aussi l'occasion de revenir sur ces éléments dans la table ronde. Mais j'insiste sur le guide d'interprétation du référentiel qui peut apporter déjà certaines informations. Voilà, donc on vous a pas forcément présenté tout ce qui était contenu dans l'étude. On a notamment approfondi un petit peu plus toute la partie déjà retour d'expérience des sociétés avec lesquelles on a pu échanger. J'ai apporté quelques éléments aujourd'hui, mais on s'est principalement concentré sur les chiffres. Et une partie d'analyse réglementaire. On a notamment comparé, ou en tout cas mis en regard, les différentes réglementations actuelles avec les différents piliers du label ISR pour regarder les articulations possibles, ou en tout cas les articulations possibles entre la loi énergie-climat, la taxonomie, le règlement SFDR avec les piliers du label ISR. Vous aurez bien sûr le lien, on vous partagera bien sûr le lien pour accéder à l'étude qui sera publiée aujourd'hui et accessible à tous gratuitement. Donc voilà, et donc vous avez ici la liste des fonds immobiliers qui étaient labellisés au 31 décembre 2021. On l'a aussi chargé sur avec l'étude, et je tiens à remercier toutes les sociétés de gestion déjà qui ont accepté d'échanger avec nous dans le cadre des entretiens qu'on a pu mener, et aussi celles qui nous ont, notamment pour leurs fonds ouverts aux investisseurs professionnels pour lesquels la documentation n'est pas accessible, d'avoir accepté de partager les informations sur leurs fonds pour qu'on puisse avoir une analyse complète sur les 42 fonds qui étaient labellisés. Donc, merci beaucoup pour votre temps, votre contribution, et à tous connectés aujourd'hui pour votre attention. Et voilà. Merci beaucoup, Delphine. Je vais donner maintenant la parole à Véronique qui va animer la table ronde. Mais avant cela, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc je te propose d'y répondre dans le chat. Et sinon, peut-être que la table ronde ou les questions qui viendront après la table ronde y répondront. Merci. Merci Loïs, merci Delphine pour cette présentation sur les points forts, mais effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'autres éléments intéressants à prendre connaissance dans l'étude. Peut-être juste pour préciser le périmètre, il y a une question et je pense qu'on peut d'ores et déjà le dire, c'est que rappeler que l'étude a porté sur les fonds labellisés en 2021. Et que des interviews ont été menées avec un certain nombre de sociétés de gestion, alors évidemment pas toutes, plutôt axées, je crois, de mémoire, avec celles qui étaient labellisées depuis 2020, parce que comme ça, on avait un recul un peu plus long. Et donc voilà, pour rappeler un petit peu le périmètre. Alors simplement à titre justement de pleine information, c'est intéressant de voir aussi que ça continue, les fonds et les labellisations continuent à avancer, puisque effectivement, là, les chiffres que vous avez, c'est au 31/12/2021. Et là, aujourd'hui, au 24 mars, on était déjà à 60 fonds labellisés, qui représentent maintenant 30% quand même du marché des FIA. Donc, c'est intéressant qu'il y a toujours une progression, une matière à étude. Voilà, donc maintenant, on va peut-être passer effectivement à des discussions avec 3 des sociétés de gestion qui ont des fonds labellisés, et puis en représentant d'un des 3 auditeurs. Donc, merci à vous 4. Donc, je salue Sandrine Lafronceral, qui est directrice du développement durable, et puis en même temps directrice adjointe pour tout ce qui est asset management et fonds de management chez Amundi Immobilier. On a Grace Bazin qui est manager développement durable chez Deloitte au titre des auditeurs. Stéphanie Landois qui est responsable RSE chez Atland, et Daniel Weil, directeur recherche, stratégie
et développement durable chez Primonial Rennes. Voilà, donc je vais vous poser une série de questions. Alors, chacun votre tour. Les deux premières seront les mêmes, et puis la troisième sera bien sûr un peu plus spécifique pour vous permettre, voilà, de nous partager votre retour d'expérience. Donc, je vais peut-être commencer par Sandrine. Alors Sandrine, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement, bien sûr, ton rôle au sein d'Amundi, les fonds labellisés, et puis après, peut-être justement, comme tu as une double casquette ISR et investissement, que tu pourrais nous dire, voilà, en quoi la labellisation ISR a-t-elle influencé la stratégie d'investissement justement des fonds labellisés? Bonjour, merci Véronique. Oui, effectivement, côté Amundi Immobilier, nous avons aujourd'hui 4 fonds labellisés pour un peu plus de 15 milliards d'encours. Donc, ça concerne un peu plus de 300 immeubles détenus par les fonds concernés. Pour nous, effectivement, c'est une histoire qui a démarré depuis longtemps. En fait, l'ESG est au cœur de nos stratégies d'investissement et de gestion des fonds depuis longtemps, bien avant que le label décliné à l'immobilier n'apparaisse. Et ça a toujours été pour nous un critère fondamental. C'est-à-dire c'est un des piliers, l'ESG est un des piliers fondateurs du groupe Amundi. Et donc, chaque encours géré chez nous doit l'être avec une démarche ESG. Néanmoins, l'apparition du label a renforcé ce besoin. Et cette dimension et l'engagement des équipes à ce niveau-là, de façon à ce que l'on soit de plus en plus, les critères ESG, comme le disait Loïs, ne sont plus le sujet d'une équipe ESG, mais sont le sujet de tous, asset manager, investisseurs, fund manager, de façon à ce que, au service du fonds, tous ces critères soient déclinés. Ça a été vraiment un sujet fondateur. Et lorsque nous achetons un immeuble, les critères ESG sont une partie importante et prépondérante du comité d'investissement, c'est-à-dire que nous souhaitons mesurer les performances ESG d'un actif durant les phases de due diligence et s'assurer qu'il est en accord avec les objectifs que s'est fixé le fonds, soit il a capacité à évoluer dans un délai qu'on se fixe pour remplir ses objectifs. Vraiment un critère fondamental. D'accord, très bien, merci. Alors, je vais peut-être me tourner vers Daniel. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Mais Daniel, bon, pareil, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle au sein de Primonial, un petit peu les fonds labellisés, ta réaction, voilà, à l'étude qui vient d'être présentée, et puis voilà, ayant labellisé plusieurs fonds en 2020, est-ce que tu peux nous dire si une fois le premier fonds labellisé, en fait, il est aisé de répliquer le process pour faire labelliser d'autres fonds, même si on connaît peut-être un peu la réponse, mais en tout cas peut-être de le détailler et l'illustrer. Et quels sont justement les écueils à éviter? Alors ça fait beaucoup, bonjour Véronique, ça fait beaucoup de questions, mais je pense que je vais essayer de m'en souvenir. Donc moi, effectivement, je suis directeur de la recherche et de la stratégie et du développement durable chez Primonial Rennes, et tout de suite, ça a été une volonté de notre part de gérer un peu ces questions en interministériel, si je dois dire, c'est-à-dire pas de le ghettoiser à l'asset management ou de le ghettoiser au property management ou de le ghettoiser à la conformité, mais vraiment de faire de l'ESG un sujet transversal, parce qu'en fait, on parle beaucoup de ces sujets-là comme devant, je dirais, rationaliser la communication sur le marché, lutter contre le greenwashing, et c'est vrai. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout un outil de transformation globale de la société de gestion. C'est-à-dire que pour moi, l'utilité, y compris du label, c'est vraiment de se transformer en interne et d'intégrer l'extra-financier. Moi, j'aime bien l'expression de Loïs, financiarisation de l'extra-financier, d'intégrer l'extra-financier comme une des deux jambes, finalement, sur lesquelles on devra de plus en plus marcher à l'avenir. Alors effectivement, comme tu le disais, on a aujourd'hui 3 fonds qui sont labellisés ISR, 2 SCPI parmi les plus importantes du marché, Primopire et Primovie, 8 milliards d'euros en capitalisation, 350 actifs, donc vraiment des blockbusters, et puis un fonds qu'on a lancé à l'occasion du label, comme on le mentionnait au cours de l'étude, qui lui est plus spécifique, qui est un des fonds avec une thématique 100% best in class.
Alors, effectivement, nous, enfin, moi, je pense que le très, très grand apport de ce label, qui est une réussite, hein, il faut quand même le dire, c'est une évidence d'après les chiffres, mais il faut quand même le rappeler. Le très, très grand intérêt de ce label, c'est de donner un cadre réaliste au progrès des sociétés de gestion au niveau de leur connaissance des locataires, de leur connaissance technique de l'immeuble, des progrès qu'on peut faire. Et nous, je dirais que notre démarche, ça a été de commencer d'abord, on l'a dit, par sécuriser la data, par sécuriser la donnée, qui est en fait un préalable. Et donc la data, c'est les property managers, les auditeurs techniques, les auditeurs énergétiques. Et c'est là qu'il y a toujours des sujets de bande passante, des sujets quantitatifs, même de marché de l'emploi qui se créent, hein, parce que voilà, la donnée, c'est d'abord et avant tout beaucoup de travail. Et puis après, l'embarquement des équipes, on l'a dit dans cette démarche. Donc voilà, nous, notre idée sur l'ESG, c'est vraiment de s'en servir, pas seulement de s'en servir comme une façade commerciale ou pour filtrer des fonds qui seraient plus ISR que d'autres, mais c'est vraiment de s'en servir en interne aussi, comme d'un outil de conduite du changement, je dirais, au niveau de la société de gestion. Voilà, et puis on abordera, je ne vais pas phagocyter le temps de parole, mais on pourra parler de la façon d'européaniser un peu toutes ces démarches, parce que les fonds qu'on a nous labellisés, et là je réponds un peu à ta dernière question sur la réplicabilité, on a labellisé des fonds assez complexes, puisque Primo Pierre, c'est 75 actifs de bureaux, de grands sièges sociaux, avec parfois plusieurs immeubles par actif, donc il y a cette complexité inhérente. Et puis le fonds Primovi, qui est un fonds d'immobilier de santé, seniors, etc., sur 8 pays européens. Et donc là, je dirais que la réplicabilité, elle est possible quand on a la même classe d'actifs et souvent le même property manager, mais ce n'est pas toujours le cas quand on parle de fonds, je dirais, assez gros et complexes. Donc voilà, c'est d'abord l'homogénéité de la classe d'actifs et puis le fait que le property manager soit câblé, que tous les fournisseurs de données soient câblés, qui permet de répliquer d'autant plus facilement la méthodologie du label ISR. D'accord. Bon, merci pour ton retour d'expérience. Sur un petit mot de la fin pour chacun après. Mais là, je vais me tourner peut-être vers… Alors, je vais faire le cycle société de gestion, comme ça, je laisserai le mot de la fin pour l'auditeur. Donc, alors, Stéphanie, société de gestion Atlan, vous avez fait… Non, pareil, hein, je vais vous demander un petit peu de vous présenter, un petit peu le fonds labellisé, votre réaction à l'étude et puis des questions classiques. Mais votre expérience, vous avez fait labelliser quand même un gros véhicule en 2021. Donc, votre expérience et puis comment, plus particulièrement, vous avez construit votre grille. Et puis, pareil, hein, je veux dire, c'est pas pervers, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de mettre un petit peu la lumière sur les difficultés parce que voilà, tout n'est pas non plus aisé. Moins s'en faut. Voilà, merci. Bonjour à tous. Du coup, je suis Stéphanie Landoire, je suis responsable RSE du groupe Atland. Je travaille en support pour les équipes d'Atland voisins, principalement sur ces grands enjeux d'investissement responsable et du suivi du label ISR de cette application. Donc, nous, on a labellisé le fonds Épargne-Pierre, de la SCPI Épargne-Pierre, qui est un fonds qui a été créé en 2013, qui a comme capital variable 1 milliard d'euros 700. Donc, effectivement, c'est un gros fonds qui comporte 258 actifs en fin 2021. Ces actifs sont très diversifiés en termes de typologie. On a du bureau à peu près 64%, donc c'est quand même une part assez stable, mais on a surtout du commerce de petits immeubles, du retail et des centres d'activité. Donc, ce qui fait une grande diversité dans ce fonds. D'où peut-être après la suite, dans la dernière partie, peut-être quelques difficultés. Et donc, il est national au niveau français, donc surtout assez métropolitain, on va dire, sur les grosses métropoles françaises, qui permet de dynamiser un petit peu le territoire.
Du coup, le fonds il a été labellisé en avril 2021. Nous avons une expérience d'1 an, donc nous sommes tout neufs, je dirais quand même. Nous, pour la construction de la grille, la difficulté a été, si je rentre vraiment dans le sujet, c'est de trouver des éléments communs sur l'ensemble de la typologie de patrimoine. C'est pour ça que voilà, on a à peu près une trentaine de critères, un petit peu plus de 30, qui permettent du coup d'essayer de retrouver dans chacun de nos actifs des capacités, de connaissance, et la deuxième partie, des capacités d'action sur notre patrimoine. Cette labellisation elle a eu lieu du coup l'année dernière. On a laissé les gens travailler 1 an sur ce label pour récupérer de l'expérience. Mais c'est surtout qu'on se rend compte que ça permet, je rejoins un peu Daniel, de structurer vraiment la démarche. Autre que vraiment d'avoir un affichage, c'est vraiment en interne de pouvoir avoir des éléments concrets de référence, de pouvoir faire avancer l'ensemble des équipes sur un même terrain d'amélioration. Et il y a aussi cet avantage, moi, que je trouve, c'est vraiment la connaissance de nos actifs qui passe par cette initiative de critères ESG et de connaissance ESG du coup, de la diversité de nos actifs. Donc, ça répond aussi à des enjeux communs pour moi qui sont de travailler avec nos parties prenantes. Nous avons dans notre patrimoine un certain nombre de grandes entreprises qui ont elles aussi des enjeux ESG. Et je pense que ça permet de se retrouver et de pouvoir avancer ensemble et de pouvoir répondre chacun à des obligations qui, moi, me semblent aller dans le bon sens et pouvoir communiquer ensemble sur ces sujets-là. Un partenariat, en fait, qui est lié à l'immobilier et pas non plus qu'à une politique de manière globale. Donc, voilà un petit peu nos critères. Nous, on est Best in Progress. Voilà, on a pris ce parti-là. Mais ce que j'ai vu dans l'étude qui est assez... je pensais qu'il y avait peut-être une mixité un petit peu plus sur les différents fonds, qui étaient peut-être à avoir plus de best in class. Donc, j'ai été surprise par rapport à l'étude. Mais du coup, c'est intéressant. L'étude est intéressante parce que, comme ce n'est pas quelque chose d'obscur, mais les gens ne communiquent pas en fait sur leurs différents critères, on garde un petit peu pour nous les éléments, on n'ose pas trop s'ouvrir et la partie difficulté que vous avez mis en exergue qui est la comparaison, peut-être parce que c'est difficile de comparer et qu'il y a toute cette partie un petit peu de données que l'on garde. Donc, voilà pour les différents enjeux. Le retour d'expérience, c'est que si nous n'avons pas les équipes avec nous, nous ne pouvons rien faire. Voilà, c'est clair qu'il faut embarquer l'ensemble de nos équipes, les properties, avec nos parties prenantes en ayant des éléments contractuels. Mais vraiment, c'est un enjeu collégial, si je puis dire, lié à l'équipe. On ne peut pas prendre ça en main de manière autonome sur un service. Il y a une grande communication qui doit être faite, une structuration, des process à mettre en place, ou peut-être plus intégrer la partie ESG, comme le présentait Sandrine Lafont-Seylar par rapport à la partie investissement. Donc, c'est des process qu'il faut réellement mettre en place, intégrer directement en ce qui concerne l'ESG. Vraiment se dire que dès le démarrage, on commence à travailler avec cette donnée en tête directement. Donc, voilà, Merci. Je peux répondre à vos questions. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, peut-être le mot de l'avant-fin avec Grace Bazin chez Deloitte. Donc, on a vraiment beaucoup d'intérêt à avoir un retour d'un certificateur sur votre expérience d'accompagnement, de labellisation sur les fonds immobiliers. Alors, pareil, les mêmes questions, de vous présenter un petit peu et puis votre réaction à l'étude et voilà, vos retours d'expérience. Merci. Très bien, donc effectivement, Grace Bazin, donc je suis manager au sein des équipes de Deloitte Risk Advisory et donc Deloitte intervient sur de nombreux sujets extra-financiers et notamment effectivement la certification, l'audit pour la labellisation de fonds, aussi bien pour les valeurs mobilières que pour les fonds immobiliers. Concernant l'étude, donc différents points qui sont évoqués, qui sont très intéressants. J'ai envie de vous dire le premier déjà concernant le nombre de fonds immobiliers labellisés, mais aussi la part de la collecte correspondante qui démontre
un réel intérêt, notamment des épargnants, mais aussi l'importance qui va être donnée au sujet ESG. Je voudrais revenir, moi, sur la réaction à l'étude concernant notamment le bilan qui est présenté à la fin. Donc, différents points sont évoqués dans ce bilan. Un point qui a été déjà évoqué par les différentes sociétés de gestion, c'est l'importance des équipes, de l'embarquement des différentes équipes, qui va permettre donc une réelle compréhension, mais aussi une appropriation des enjeux ESG, non pas uniquement au sein de l'équipe de la core team qui va être en charge de la gestion ISR pour le fonds, mais qui va permettre d'embarquer l'ensemble des équipes qui vont intervenir dans la gestion du fonds. Donc, on a parlé des properties, des assets. Donc, vraiment, ça va permettre à l'ESG de diffuser au-delà du fonds labellisé et de l'équipe en charge de sa gestion. Un point aussi dans le bilan, c'est l'horizon temporel de 3 ans qui a été mentionné. Donc, effectivement, lorsque l'on parle de grandes rénovations, et je suis complètement d'accord, ce sont des temps qui sont un peu courts. Malgré tout, ça permet pour certains actifs de mettre en place des plans d'action, des plans d'amélioration pour leur permettre des rénovations qui vont contribuer notamment à leur performance, à l'amélioration de leur performance énergétique, des actifs qui, s'ils n'avaient pas fait partie de fonds labellisés, n'auraient pas subi ces travaux ou le début, l'initiation de ces travaux n'aurait pas été fait. Donc, je pense quand même que certes, l'horizon de 3 ans peut être court, mais pour certains actifs, permet d'amorcer, de mettre en place des travaux de rénovation qui vont contribuer à l'amélioration de la performance énergétique de ces différents actifs. Donc voilà, ça, ce sont les principaux points qui ont interpellé. Et ensuite, la possibilité d'interprétation, donc on ne l'a pas forcément évoqué de la part des sociétés de gestion. Après, effectivement, un point que l'on a plus, nous, en tant que certificateurs. Donc, effectivement, le référentiel a laissé la porte à l'interprétation entre les différents organismes, que ce soit Deloitte ou autres. Le point, c'est que déjà, effectivement, fin novembre 2021, il y a eu la publication du guide d'interprétation qui a permis une première clarification de certains points qui pouvaient être soumis à interprétation au sein même pour la labellisation des différents fonds. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense que la révision du référentiel qui aura lieu en 2023 contribuera encore plus à une amélioration de ce référentiel et de sa compréhension. Donc ça, voilà, sont les principaux points sur l'étude. Et je voudrais juste en rajouter un, ça a été évoqué lors de la présentation de l'étude, c'est l'augmentation des indicateurs liés à la biodiversité, qui est une composante importante lorsqu'on parle d'immobilier, qui peut parfois être mise de côté ou pas forcément bien appréhendée, mais qui est un enjeu majeur, je pense, notamment lorsqu'on parle d'artificialisation des sols, qui va être induite par les constructions immobilières, mais aussi la perte de biodiversité qui va être engendrée par l'impact sur le changement climatique. Donc voilà, donc ça, c'est ma réaction concernant l'étude. D'accord, merci. Puis j'y rajouterai même, je crois que sur le guide de l'audit, on voit bien qu'il y a effectivement des questions de clarification nécessaires, mais il y a aussi des points qui ont fait apparaître des points qui vont peut-être au-delà de la simple interprétation, parce que rappelons-le, ce référentiel, il a 1 an et demi, et donc c'est un jeune référentiel qui n'a peut-être pas pris en compte tous les contextes et tous les cas de figure et qui demandera sans doute à être clarifié, précisé sur certains points. Voilà, donc merci. Alors peut-être un dernier tour de table, s'il y a des petits mots de la fin, et puis je crois, Louise, tu voulais, toi, creuser peut-être certains points ou… Oui, je pense que ça peut être intéressant, oui, de creuser, par exemple, sur les points d'interprétation, explicitement, quel serait un exemple d'interprétation différente entre les différents auditeurs? Alors, si on rebalaye le référentiel, alors, par exemple, le pilier 3, qui est un des piliers les plus importants du référentiel, avec beaucoup de normes quantitatives à l'intérieur. Donc, effectivement, pour ce pilier, en tout cas, première lecture… Vous pouvez rappeler ce que c'est? Pardon, excusez-moi. Effectivement, le pilier 3, on est vraiment dans ce que j'appelle le cœur du référentiel. On est vraiment sur la notation du portefeuille, la notation des actifs au sein du portefeuille en question. Et à première lecture, effectivement, un point qui était indiqué, c'était cette notion de notation de 90% des actifs, avec une marge de 10% qui pouvait être laissée.
pour certains fonds, a été compris que cette marge d'office pouvait permettre de ne pas noter certains actifs. Or, cette marge de 10%, elle était mise en place pour les actifs venant d'intégrer un fonds ou en cours d'arbitrage et qui allaient être cédés. Donc, ça a aussi été une interprétation que l'on a pu voir au niveau des sociétés de gestion, par exemple. Très bien, oui, c'est très clair. La poche de 10%, oui. Elle pose toujours des questions. Vous avez raison. Moi, j'avais un point aussi d'étude qui n'a pas été présenté parce qu'on ne peut pas tout présenter, mais qui me paraissait important et on n'a pas pu conclure à ce stade sur ce point-là. Pour autant, peut-être que vous auriez des choses à en dire sur la base de l'ensemble des fonds. Analysé, on se rend compte que le taux de rendement des fonds labellisés ISR s'établit à 4,43% en moyenne contre 4,45% pour l'ensemble du marché. Comme vous l'a montré tout à l'heure Delphine, on a quand même un portefeuille de fonds labellisés ISR qui est assez hétéroclite dans le sens où 9 fonds pèsent pour 85% des encours et étaient des fonds préexistants, alors que la plupart, un grand nombre de nouveaux fonds labellisés sont également des nouveaux fonds. Donc la question derrière, c'est, je ne sais pas si vous seriez en mesure de réagir, mais comment analysez-vous ces chiffres ? 4,43% taux de rendement pour les fonds labellisés ISR contre 4,45% pour le marché français. C'est une question à tous les panélistes ou seulement… Je pense, c'est une question aux panélistes s'ils veulent réagir, mais je pense que c'est intéressant. Vous avez peut-être une interprétation de ces chiffres ou pas? Je pose la question. Sandrine? Non? Daniel. Moi, j'ai une interprétation, c'est qu'en fait, ça ne veut rien dire parce qu'en fait, il y a un biais de sélection qui est que, évidemment, on cherche à labelliser les fonds qui sont les plus gros, ou qui sont les mieux référencés ou qui collectent déjà. Et donc, on ne peut pas comparer, juste statistiquement, on ne peut pas comparer, si vous voulez, des fonds qu'on a choisi de labelliser avec l'ensemble du marché. Puisqu'effectivement, on a choisi en général de labelliser les fonds les plus performants ou les plus gros, ceux qui avaient le meilleur potentiel commercial, pour ne pas les bloquer dans leur commercialisation. Et puis, en général, on a choisi de lancer un fonds sur la base du label. Mais du coup, voilà, on ne peut pas, à mon sens, les 10 points de base d'écart ne sont pas interprétables et on ne peut pas aujourd'hui parler d'impact sur la performance du label ni dans un sens ni dans l'autre. Et à mon avis, on ne pourra pas en parler avant quelques années, et notamment quand les experts immobiliers auront complètement intégré, ce qui est un gros travail méthodologique, ces sujets-là dans l'évaluation des actifs. Donc voilà, ça c'est mon avis technique sur le sujet. Je pense qu'on était arrivé aux mêmes conclusions en analysant ces chiffres, mais vous l'avez dit vous-même, ce qui est intéressant dans la conclusion quand même, c'est de dire que cela n'influence a priori pas dans un sens comme dans l'autre, contrairement à l'idée reçue que le ESG pourrait coûter très cher. Donc ça reste quand même une conclusion intéressante. Voilà. Moi, il y a un point également sur lequel on n'est pas forcément revenu, mais la loi Pacte est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Est-ce que elle devrait avoir une forme un impact en fait sur la dynamique de labellisation des fonds immobiliers, de labellisation ISR des fonds immobiliers? Le pensez-vous? Est-ce que vous avez une interprétation par rapport à ça? Peut-être Sandrine ou Stéphanie, je ne sais pas. Oui, effectivement, la loi Pacte a quand même créé un certain nombre d'obligations pour des grands investisseurs institutionnels, les invitant et les incitant fortement à se tourner vers des produits à une dimension ESG avérée, prouvée. Le mot prouvé n'est pas innocent. Donc, l'un des meilleurs arguments pour eux, c'est bien d'avoir
un fonds avec une dynamique reconnue. Donc, le label ISR est quand même, pour nombre des investisseurs concernés, le meilleur élément pour prouver de la qualité de gestion du fonds. Je rappelle que c'est quand même un label d'État avec des contrôles réguliers, donc qui démontre d'une qualité du sous-jacent, même si effectivement dans le temps il va évoluer, s'améliorer. C'est un petit bébé encore, donc ça va progresser. Mais afin de démontrer au client final la qualité ESG du produit, la véracité des informations qui sont à l'intérieur et de la démarche stratégique, c'est pour eux l'un des meilleurs outils. Donc, la demande que l'on peut avoir en provenance de ces clients-là est vraiment d'avoir non seulement effectivement une démarche ESG, mais qu'elle soit confirmée par un label ISR ou un autre label, mais le label ISR restant celui qui est le plus fort pour eux et le plus représentatif pour les fonds immobiliers. Et là-dessus, il y avait aussi encore un sujet d'interprétation, parce que si mes souvenirs sont bons, la loi Pacte a dit un fonds labellisé ISR ou vert. Oui. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire vert? C'est toute, je dirais, c'est toute la dimension d'interprétation qui est derrière ça. Et lorsque, pour démontrer le côté vert, on peut s'en remettre aux aspects de taxonomie de la SFDR, mais c'est encore un chemin à parcourir un peu long et la pédagogie, l'explication de ces textes est assez compliquée. Donc, pour un investisseur final, un label d'État clairement défini est le meilleur des arguments pour moi. Et les mots ont été enfin cités, taxonomie, SFDR, justement, il y a des questions dans le chat sur ce sujet-là, on a roulement de tambour. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de cohérence sur les différentes démarches qui peuvent être mises en place au sein d'une société de gestion de portefeuille, puisqu'il y a cette démarche volontaire qui est une forme d'antériorité, les labels ISR, et nouvellement tout ce qui relève de la SFDR et de l'article 29 de la loi énergie-climat. Du coup, est-ce que, je ne sais pas, Stéphanie ou Daniel, vous auriez un petit peu un avis ou des conseils, un retour d'expérience sur la manière de mettre en cohérence l'ensemble de ces dispositifs qui visent d'une certaine manière les mêmes objectifs? Stéphanie, si tu veux réagir avant ou pas. Bon, effectivement, moi je dirais, merci. Moi je dirais que ce qu'il faut paralléliser, superposer, car ça s'additionne beaucoup plus que ça ne se chevauche, c'est bien sûr label ISR, SFDR, taxinomie et GRESB, qui, qu'on le veuille ou pas, est un référentiel, au moins au niveau du reporting, qui est important. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que un des résultats de l'étude, qui est les 44 critères, je crois, en moyenne pour l'ESG, je ne sais pas si on va tenir avec ce nombre. Je pense que de toute façon, on devra évaluer nos actifs au sein d'une grille qui devra, je dirais, paralléliser l'ensemble de ces référentiels. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre ces référentiels, à condition qu'une interprétation exagérée de l'article 9 ne remette pas en cause le principe de best in progress, mais je crois que c'est un des sujets de Véronique, je pense, et de tout le monde sur la table. Moi, pour avoir aussi des véhicules au PPCI avec le GRESB et du coup avec le label ISR, moi, je me rends compte que ça va nous permettre d'avoir une base au moins pour aller et homogénéiser en fait la taxonomie et les différentes notions de reporting. Je veux dire, quand même, on se fait la main sur ces éléments qu'on a déjà avec les labellisations et qui va nous permettre, je pense, effectivement, de progresser, mais au moins d'avoir une base pour que tout le monde soit en marche et que l'ensemble des équipes aussi soient un petit peu sensibilisées sur l'ensemble des indicateurs. Je rejoins un peu Daniel en disant qu'on va élargir peut-être, savoir comment est-ce qu'on va, les indicateurs vont évoluer. Ça va être une des questions. Très bien.
C'est vrai qu'un alignement, on regardait un petit peu dans le cas de l'évolution différentielle, comment on peut arriver à mettre une forme d'harmonisation sur les indicateurs de reporting qui sont demandés dans le cas de SFDR, taxinomie et le label, ça sera sûrement quand même, en tout cas, c'est sûrement une question importante parce qu'on ne pourra pas démultiplier des indicateurs de reporting qui ne seront pas en plus lisibles et compréhensibles par tout le monde. Moi, là, je m'adresse plus spécifiquement à Sandrine parce qu'il me semble que pendant la préparation de cette table ronde, tu étais revenu un petit peu sur ce qu'on pourrait attendre de la révision prévue ou annoncée en 2023 du label ISR. Est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus, Sandrine? Je rejoins un petit peu ce qui s'est dit précédemment en termes d'indicateurs et cet empilement réglementaire, même si tous ces textes ont la même vocation, c'est quand même orienter les flux de capitaux vers une finance durable et un immobilier durable. Donc, elles vont toutes dans le même sens, néanmoins avec des indicateurs différents, une temporalité différente. Donc, il est vraiment important que pour être efficace, être pédagogue, c'est quand même la première chose pour nos clients. C'est-à-dire que là, on a des sociétés de gestion, enfin des acteurs de l'immobilier qui nous regardent, donc ils comprennent le sous-jacent. Notre client final, qui est un épargnant particulier, ça fait beaucoup de jargon immobilier, beaucoup de jargon technique. Il est quand même important que tous ces messages soient audibles pour eux, compréhensibles et atteignent leur objectif qui est de les sécuriser et de les orienter vers une finance durable. Donc, je crois que l'intérêt, c'est vraiment d'aller vers des indicateurs communs ou en tout cas complémentaires, mais non pas redondants. Je suis assez d'accord avec toi. Par rapport à ça, si mes souvenirs ne me font pas défaut, en 2021, nous avions 44 critères en moyenne et cette année 40. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une tendance, mais à titre individuel, pour en avoir discuté avec un certain nombre de sociétés de gestion, la plupart des personnes vont dans ton sens vers en fait une simplification et une réduction du nombre de critères. Et si je voulais même être caricatural, et c'est d'ailleurs la question qui se pose en ce moment, où tout le monde réfléchit à la manière de pouvoir dire comment il est compliant avec une trajectoire de neutralité carbone. Finalement, s'il fallait qu'il n'y ait qu'un seul indicateur, ça serait peut-être un indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre. Premièrement. Et deuxièmement, aussi pour aller dans ton sens, c'est ce que fait implicitement la taxinomie en imposant un cadre et des objectifs par typologie d'activité. Donc, et je complète la réponse de Daniel et de Stéphanie tout à l'heure sur, je dirais, la cohérence entre les différents dispositifs. À un moment, il faut voir ça aussi comme un modèle de poupée russe. Vous avez un cadre qui va s'imposer qui s'appelle la taxinomie, sur la base duquel chacun peut apporter une forme de personnalisation liée à la caractéristique de son fonds, ce que offre et liberté offerte justement par le label ISR, dans le sens où les critères peuvent être posés librement. Oui, si tu permets, j'aurais une question, parce qu'après, il y a un certain nombre de questions d'ailleurs dans le chat qu'on pourra peut-être balayer, qui recoupent un certain nombre de tes points. Mais ce qui m'intéresserait justement, c'est puisqu'on est quand même alors sans dévoiler bien évidemment les discussions dont on ne fait pas de toute façon partie, au niveau des évolutions du comité du label, mais plutôt du référentiel, je voulais poser la question justement sur 3 sociétés de gestion et puis à Grasse, Bazin, c'est où est-ce que vous verriez justement les éléments les plus importants qu'il faudrait traiter dans une V2 du référentiel immobilier, les plus gros enjeux? Qui se lance? J'ai cru que la question était adressée à Grasse. J'allais me lancer, justement. Un des plus gros enjeux, et là, c'est, je pense notamment dans cette idée de transparence et de comparabilité, comme on l'a évoqué, ce qui pourrait être attendu de cette nouvelle version, de cette révision du label, je pense que c'est vraiment
des précisions, des indicateurs de performance plus définis, plus précis pour limiter la marge d'interprétation. On parlait de la biodiversité, mais chaque société de gestion peut définir ce qui est pour elle un indicateur de biodiversité. Certains indicateurs sont assez précis, notamment pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, l'interprétation est limitée. Mais voilà, les autres indicateurs, on a évoqué la mobilité. Effectivement, la mobilité peut être la distance à un nœud de transport, donc la distance qui peut varier, la notion de transport aussi, parfois ça peut être des transports en commun, ça peut être l'accès à une autoroute par exemple. Donc voilà, je pense que ce qui peut être intéressant et ce qui est aussi attendu, c'est cette notion d'indicateur plus précis et de comparabilité, notamment pour la comparabilité de la performance extra-financière par rapport au label entre différentes sociétés de gestion. Donc ça pour moi serait un des principaux enjeux. Ça peut être une question. Alors, si je me permets, Véronique, du coup, à passer sur les différentes questions. Il y a une question sur les grilles ESG. Donc, c'est peut-être Sandrine, Stéphanie ou Daniel qui pourront y répondre. Les grilles ESG retenues sont-elles les mêmes dans tous les pays où sont situés les actifs d'un fonds labellisé ISR, ou avez-vous des grilles adaptées d'un pays à un autre? Stéphanie ? Oui, il n'y a pas de souci. Du coup, nous, on a aussi des actifs qui peuvent être en Espagne, j'avoue. C'est, pas sur Épargne-Pierre, mais on a une autre SCPI qui, du coup, est dans ce cas-là. Elle a la même grille. Hein. Et c'est vrai que réglementairement, on n'est pas sur les mêmes notions. Mais effectivement, on s'est déjà même posé la question sur les différentes typologies que nous avons. Mais alors, sur le pays, on a effectivement la même grille. Ouais, je confirme également, effectivement, on est présent sur 8 pays européens. Et nous, côté Primonial aussi. On a construit la même grille, donc ce qui fait que la comparabilité peut parfois être un peu surprenante, notamment lorsqu'on tient compte des mix énergétiques des pays. Lorsqu'on compare de la France et de l'Allemagne ou de la Pologne, tout de suite, un actif qui intuitivement paraît aussi qualitatif dans un pays que dans l'autre a des composantes qui varient énormément. En revanche, là où on peut avoir un peu de divergence sur les grilles, c'est plus sur les typologies, où il est difficile d'appréhender un immeuble tertiaire comme un immeuble résidentiel. Et c'est là que les grilles peuvent évoluer plus que la grille pays, parce qu'il faut quand même garder, moi, à mon sens, une comparabilité sur une même typologie où que l'on soit investi. Merci Sandrine. Il est 15h44. Je vais essayer de balayer un petit peu les questions. Une question sur les outils de collecte et d'analyse des données. Existe-t-il une labellisation des outils de collecte et analyse des données? Alors, à ma connaissance, non. Non, il n'existe pas. Après, il peut y exister des analyses comparatives. Je sais qu'il y a 4 ans, on avait fait une analyse comparative, par exemple, sur des solutions Energy Management à l'OID, qui mériterait d'être mis à jour d'ailleurs. Mais il ne me semble pas qu'il existe un outil qui permette de labelliser tel ou tel outil. Je passe du coup la question. Je considère qu'elle est traitée. Que pensez-vous des réflexions de rating durable? On a abordé le GRESB tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un a un point là-dessus. Moi j'ai une réponse, mais autant faire parler nos panélistes. Alors, je vais avoir la même que toi, donc… il faut savoir, je vois, que pensez-vous des réflexions de rating durable, IRFS, EFRAG ou CARE de comptabilité multiple? Si on a la même, moi je voudrais dire que vous savez peut-être qu'une initiative a vu le jour qui s'appelle l'ISSB, qui a vocation à normer la comptabilité extra-financière au niveau international. Donc, c'est du supranational, hein, ce n'est pas européen. Et ce serait un petit peu le pendant de l'IFRS sur les normes comptables.
Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête et qui va finir par nous revenir d'ici 6 mois ou 1 an. Premier point. Après, deuxième élément de réponse, alors il ne me semble pas qu'EFRAG pose un rating en particulier, mais plutôt conseille l'Union européenne sur notamment les définitions de taxonomie. Par contre, on assiste quand même à un reshuffle, je dirais, des agences de notation extra-financière, dans le sens où la plupart des agences historiques de notation financière ont soit créé des départements pour faire de la notation extra-financière, soit racheté des startups qui le faisaient. Donc, tout à l'heure, vous parliez du GRESB, vous avez ouvert un petit peu le sujet. Il y a potentiellement un questionnement sur quelles seront les agences de notation extra-financière qui finiront par tirer leur épingle du jeu, ou est-ce que le GRESB a définitivement imposé son modèle? Il peut y avoir cette question qui se pose dans un contexte aussi où toutes ces agences vont être quand même un petit peu déstabilisées par la taxonomie, puisqu'on va imposer à tout le monde un cadre de reporting. Elles vont être naturellement obligées de s'y référer tôt ou tard. Voilà pour ma réponse. On peut peut-être préciser, Loïs, c'est que la difficulté qu'on commence à voir avec certaines de ces agences de rating, c'est que ce sont des sociétés commerciales, parfois avec des capitaux non européens, et que pour certains, en tout cas, on l'a vu, pour certains de nos investisseurs, ça commence à être problématique pour que de la donnée qui concerne leurs fonds soit exploitée par une société commerciale non européenne. Pour certains, ça commence à être un vrai sujet, malgré la qualité du référentiel, qui est quand même malgré tout un très bon outil de benchmark. Et c'est des sujets dont on commence à entendre parler. La propriété de la donnée et la localisation d'exploitation de la donnée. Après, on a une question de spectateur anonyme. Avez-vous référencé les outils utilisés par les fonds labellisés pour le pilotage et le suivi des critères ESG? Non, mais effectivement, ce serait pertinent. Ce qui est sûr, c'est que sur ces sujets-là, on observe quand même que la plupart des acteurs sont en train d'essayer de mettre en place des outils pour créer des bases de données techniques, parce que lorsque vous avez des patrimoines importants, l'exercice que va imposer la taxonomie sera très douloureux. Donc, un certain nombre d'acteurs sont en train justement d'essayer de voir comment s'organiser pour que petit à petit, les outils de gestion technique s'interfacent avec les outils de gestion financière. Mais nous n'avons pas référencé tout ce qui existait, d'autant plus qu'il est de plus en plus facile de développer des applications propres. Et donc, de plus en plus de sociétés de conseil ou de bureaux d'études se lancent dans le développement de leurs propres outils. Donc, c'est relativement difficile à cartographier. Voilà pour cette question. Je ne sais pas s'il y a des avis complémentaires. Après, mais essentiel. Enfin, pour être, voilà, c'est essentiel. On va... Alors, pouvez-vous confirmer que les indicateurs de performance énergie-carbone choisis par les fonds labellisés ICR tiennent compte à la fois des réglementations nationales et de la taxonomie européenne? À titre individuel, non, je ne peux pas le confirmer. Après, j'imagine que les gérants de fonds font en sorte que les indicateurs qui suivent soient cohérents avec leurs obligations réglementaires pour éviter de faire un reporting 2 fois. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Sandrine, Daniel. C'est fait, non? Oui, ben on peut simplement dire qu'on doit à la fois gérer le décret tertiaire, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui était quand même une des premières obligations avec aussi des méthodologies un peu implicites, et puis effectivement le protocole dit GHG, qui est le plus utilisé au niveau européen. Parce qu'il ne faut pas oublier la dimension européenne de tout ça, mais il y a des méthodologies qui sont tout à fait officielles sur ce point. Il y a une question sur la mobilisation des parties prenantes. Exemple, les promoteurs seraient-elles un enjeu du label ISR à terme pour les investisseurs? Alors, j'ai du mal à comprendre la question, mais si quelqu'un la comprend et qui souhaite répondre. Non? Okay, on passe.
Ok. Est-ce que, Véronique, tu voulais ajouter quelque chose? Tu es en micro coupé. Alors moi, c'est plus une observation et je trouve ça intéressant, c'est beaucoup plus général, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait quand même un retour consensuel des sociétés de gestion avec qui on a discuté pour plus de comparabilité, ce que Grace Bazin aussi a relevé, plus de comparabilité, ce qui pour moi est un petit peu différent de la problématique de la performance quantitative, hein, même si sur certains indicateurs, on sait que ça devient possible. C'est vrai que sur la biodiversité, c'est quand même des champs très nouveaux pour arriver à objectiver l'impact. Et donc, du coup, de la comparabilité peut être compliquée parce que c'est quand même nouveau, même si c'est très important. En revanche, voilà, l'attendu des sociétés de gestion elles-mêmes pour plus se comparer, je trouve que c'était un très bon signe, un signe de maturité. Quand on accepte d'être comparé, eh bien, ça veut dire qu'on est aussi confiant dans sa stratégie. Donc, voilà, je trouve que c'était quelque chose de très intéressant. Après, comment on va le concrétiser derrière, ça sera sûrement un travail, effectivement, dans un deuxième temps, si on y arrive à travers les discussions qu'il peut y avoir par ailleurs au comité, mais c'est des enceintes sur lesquelles on n'a pas toujours beaucoup de prise. D'observation. Merci, Véronique. Est-ce que nos panélistes souhaitent-ils ajouter un mot de la fin avant qu'on conclue ce webinaire? Non? Vous avez presque tout dit, c'est très bien. Oui, si, Daniel? Écoutez, non, je peux peut-être ajouter juste que pour abonder dans le sens de Véronique aussi, qu'il est très important dans les prochaines versions du label de sanctuariser le caractère immobilier spécifique de ce label, puisque évidemment, il y a forcément une sorte de petite lutte entre des normes qui sont issues du secteur des OPCVM et puis leur transposition à l'immobilier. Ça a donné le principe Best in Progress, ça a donné un rapport à l'exactitude des données, au benchmark qui est peut-être un peu différent, et je pense que c'est très important pour le développement du label de sauvegarder, je dirais, les acquis de sa spécificité immobilière. Merci, Daniel. Sandrine, je vois que ton micro est on. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais peut-être juste dire qu'effectivement, le label, il est dans sa deuxième année, enfin, il rentre dans sa troisième année avec une année d'exercice pleine. Je crois que c'est un magnifique succès parce qu'il y a une volonté commune des sociétés de gestion d'accorder de la transparence à nos investisseurs, et ça, je crois qu'il faut saluer la profession. C'est quelque chose de très, très important, et les associations que vous représentez, Véronique et toi, y ont largement contribué. Donc, je pense qu'on peut tous s'en satisfaire. Et encore une fois, c'est au service de notre client final, donc c'est une excellente chose. Et je rejoins ce qu'a dit Daniel. L'important, effectivement, c'est de continuer à fiabiliser la comparabilité, mais aussi la donnée. Je pense que c'est aussi extrêmement important. S'assurer de la qualité de la donnée dans le temps également. Je pense que ce sera un sujet important dans les années à venir. Merci, Sandrine. Stéphanie, tu veux ajouter un mot de la fin? Non, c'est bon? Oui? C'est bon. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais pas en rajouter. Et Grace Bazin, vous voulez ajouter quelque chose? Non? Je vais juste rajouter un point avec ce que vient de dire Sandrine, effectivement, sur la donnée. Et moi, je rajouterais pour les sociétés de gestion qui voudraient, pour certains de leurs fonds, se lancer dans l'aventure du label ESG. Et effectivement, un point important, c'est la mise en place d'outils dédiés à la notation ESG, mais pas uniquement aussi au monitoring de la performance ESG de leurs actifs. Vraiment l'importance de la collecte de la donnée, de sa fiabilisation. Et cela contribue aussi au suivi des actifs et au suivi du fonds. Donc, vraiment un point sur l'importance de la donnée qui existe déjà, de sa qualité, importance à date, et qui effectivement va prendre de plus en plus de place sur les années qui vont suivre. Merci, Grace. Véronique, si ça te va, nous allons conclure cette session.
Donc, je te remercie de m'avoir accordé l'honneur de conclure cette session. Déjà, merci à tous nos panélistes, merci à tous les participants de nous avoir écoutés. Moi, j'aimerais rebondir, je m'excuse qu'on ne puisse pas répondre exhaustivement à toutes tes questions, mais je vais rebondir sur une question qui est posée pour introduire la conclusion. Le sujet du client final, qui est le preneur à bail, qui a lui-même la main sur les équipements énergétiques, et toute la problématique des bailleurs depuis plus de 12 ans, et qu'on retrouve également dans le dispositif éco-énergie tertiaire, où finalement les efforts qui peuvent être faits par un investisseur ne vont pas lui être directement dus. C'est là où toutes les notions de valeur verte et de valeur extra-financière qui devient financière ont leur importance, et que même si, in fine, effectivement, ce n'est pas lui qui a forcément la main sur les équipements techniques, il a une incitation du marché et de la réglementation à s'y intéresser. C'est la raison pour laquelle il y a des dispositifs comme l'annexe environnementale qui se sont développés, et aujourd'hui, dispositif éco-énergie tertiaire, dit décret tertiaire. Ceci étant dit, moi, ce que je voulais ajouter et conclure, en premier lieu, c'était de dire que ce label ISR et l'engouement qu'il rencontre permet vraiment d'accompagner la transformation des acteurs français qui sont quand même dans une compétition européenne et internationale. Et de ce fait, lorsqu'on voit qu'un des impacts principaux du label est la formation des équipes et l'embarquement de l'ensemble de sa société dans la démarche, cela permet d'entretenir une sorte d'avance par rapport aux voisins européens dans la dynamique de transition environnementale. Donc ça c'est un point, cette notion d'avance. Et aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle il faut souhaiter que le label, dans sa refonte ou dans sa révision, se renforce pour que, en fait, toute cette avance ne soit pas perdue au gré de la normalisation à l'échelon d'Europe. Voilà. Par rapport à ce sujet-là. Sinon, avec Véronique et l'ASPIM, on voulait aussi vous annoncer que nous prévoyons la publication d'une nouvelle étude en septembre, une étude qui portera sur l'ensemble des fonds grand public pour lesquels, en fait, on ira analyser leurs pratiques ESG. Les différents axes d'analyse de cette étude n'ont pas encore été tous fixés, mais ce qui est certain, c'est que nous aimerions pouvoir répondre à des questions comme analyser et comparer les fonds labellisés ISR des autres fonds, avoir un premier niveau d'analyse aussi sur l'impact de la réglementation SFDR et de la réglementation de la loi énergie-climat article 29. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va venir observer sur l'ensemble des fonds grand public pour un événement prévu en septembre 2022. Voilà pour cela. Je n'avais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est de remercier toute l'équipe de l'ASPIM, les personnes qui sont intervenues à Novetic et l'équipe de l'OID pour le travail réalisé et pour répondre à une question. Tout ce qui a été mis dans la présentation est présent dans l'étude qui elle-même est disponible sur Taloen et probablement aussi dans la base de données de l'ASPIM, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup. Il est 15h59, c'est parfait. Merci Véronique. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci à tous.